Russie, passion et trahison. Au-delà de ses déclarations d'amitié pour la Russie, la Chine ne veut pas être enfermée dans sa relation avec Moscou et tenue par un système d'alliances formelles. La Chine reste un empire et ne peut se résoudre à nouer des alliances qui auront vocation à se défaire lorsque l'aspect central de la politique extérieure chinoise aura été restauré. La relation avec Moscou ne fait pas exception. Le diplomate René Servoise affirmait en 1973 que « toute alliance pour la Chine ne peut être que mésalliance », tout en soulignant les deux expériences aussi inédites que malheureuses de la Chine dans le domaine des alliances au XXe siècle. Au sortir de la Première Guerre mondiale, Pékin, pourtant membre formel de l'Alliance des vainqueurs, se voyait refuser la restitution de la concession allemande de Qingdao, alors occupée par les Japonais depuis le début de la guerre. Ce fut la cause du premier mouvement patriotique chinois, le 4 mai 1919, un épisode qui reste fondateur pour la Chine contemporaine. La deuxième expérience fut encore plus amère. La République populaire de Chine voit le jour le 1er octobre 1949 et elle doit tout ou presque à l'ex-Union soviétique. C'est donc tout naturellement que les deux blocs communistes forment une alliance face aux puissances occidentales, même si une hiérarchie implicite cantonne Pékin dans un statut subalterne au sein de cette alliance. Durant la guerre de Corée, l'engagement de l'Union soviétique est minimum. Pékin, qui paie un prix exorbitant pour soutenir son voisin nord-coréen et éviter ce qu'elle imaginait être une invasion imminente des forces occidentales, ne l'a jamais vraiment pardonné à son puissant voisin. Ajoutons à cela la gorbatchevisation de l'URSS, refusée avec véhémence par Mao. Tout cela donna le coup de grâce à une alliance qui aura duré un certain temps. Les deux régimes communistes entrent même dans un conflit ouvert à leurs frontières en 1969, dans un affrontement militaire qui causa des dizaines, voire des centaines de morts. Un rapprochement sous tension. Ce n'est que dans les années 80, au moment de l'ouverture de la Russie et de la Chine au capitalisme occidental, que les deux pays se rapprochent. Nous sommes alors en juin 89, environ 2 semaines après la visite de Mikhaïl Gorbatchev à Pékin. Les manifestations étudiantes de la place Tiananmen sont réprimées sans pitié ni discrimination par l'Armée populaire de libération. Il faut du sang, affirmait alors le président de la République populaire, Yang Shangkun. Les soviétiques ne suivront pas le même chemin quelques mois plus tard pour conserver le pouvoir qui leur échappe en Europe centrale. D'un point de vue cynique, il serait possible d'affirmer que ce choix de la répression contre sa propre population a réussi à la République populaire de Chine, qui n'a plus eu à craindre de guerre civile depuis, en concordance avec la mise en place d'une machine de répression policière aussi féroce que moderne. La Russie s'est pour sa part marquée par cette faiblesse originelle, engagée dans d'incessants conflits intérieurs et extérieurs pour tenter de limiter sa perte d'influence post-soviétique. Ces destins divergents n'ont pas empêché les deux empires de continuer à se rapprocher. Mais tandis que la Chine communiste et post-Tiananmen bénéficiait des largesses occidentales grâce au commerce, la Russie restait relativement à l'écart d'une mondialisation dont Pékin devint le grand bénéficiaire. Discrètement soutenu par les grands groupes occidentaux alléchés par l'immense marché chinois et les perspectives de production à bas coût, Pékin intégrait l'Organisation mondiale du commerce dès 2001. Tandis que la Russie doit attendre 2012, alors même que le système s'est grippé après la crise financière de 2008. Les États-Unis, avec l'Occident dans son ensemble, faisaient le pari de la Chine, qui était en quelque sorte récompensée pour sa capacité à contenir brutalement les envies de démocratie de sa population, tandis que le perdant de la guerre froide, la Russie, restait ignoré des grands investisseurs occidentaux et peinait à se développer. Pour la Chine, cette Russie affaiblie et ostracisée devenait un partenaire idéal. Le cauchemar des dirigeants du parti est en effet de voir les peuples blancs et chrétiens, c'est en ces termes que raisonne Pékin, s'unir contre la Chine. La division de cette immense masse eurasiatique, de Brest à Vladivostok, est une aubaine pour Pékin qui peut ainsi tirer des profits colossaux grâce au prix des matériels et de la technologie militaire russe, tout en se parant de la vertu d'une puissance pacifique et raisonnable face aux fauteurs de troubles occidentaux, voire russes. Moscou, demandeur face à une Chine devenue riche et puissante, soumise aux sanctions occidentales, ne peut se permettre de faire la fine bouche lorsque la Chine se contente d'une prudente abstention au moment où le Kremlin lui quémande son soutien face aux condamnations occidentales. Ce fut le cas au moment de la crise géorgienne en 2008, lors de l'annexion de la Crimée en 2014 et encore en 2022 lors de l'invasion de l'Ukraine.
Les Ukrainiens eux-mêmes semblaient penser que de bonnes relations avec la Chine seraient protectrices face à la Russie. Certains pensaient même que la présence d'entreprises chinoises en Ukraine dissuaderait Moscou d'attaquer. De plus, ces dernières décennies, les exportations d'armes de l'Ukraine à la Chine furent loin d'être négligeables. Tout comme le rôle de l'Ukraine dans l'acquisition par la Chine du porte-avions soviétique Varyag, qui devint à la fin des années 2010 le premier porte-avions opérationnel de la marine chinoise. Cependant, le partenariat stratégique entre Kiev et Pékin, signé en 2011, n'empêcha pas Pékin de se tenir dans une prudente réserve face à une initiative russe que le pouvoir chinois avait pourtant de nombreuses raisons de condamner. Le grand gâteau centra-asiatique. L'hostilité commune de la Russie et de la Chine aux États-Unis est aujourd'hui trop forte pour que les critiques chinoises à l'encontre de Moscou s'expriment publiquement. Mais Pékin ne peut que considérer avec inquiétude le soutien de la Russie aux forces séparatistes qui se sont manifestées en Géorgie et en Ukraine ces dernières années. Le séparatisme est considéré par Pékin, avec le terrorisme et l'extrémisme, comme une des trois forces du mal contre lesquelles tous les moyens sont bons. Ce sont les mouvements séparatistes ouïghours, tibétains et taïwanais que Pékin a en tête. En soutenant les mouvements séparatistes en Géorgie ou en Ukraine, Moscou rejoue, mais à front renversé, le scénario écrit par l'Occident dans les Balkans dans les années 90. À cette époque pas si lointaine, la Russie et la Chine étaient unies dans une opposition farouche à l'Occident dans son soutien armé aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est d'ailleurs cette ferveur dans les capacités à intervenir militairement, même au prix de lourdes pertes humaines et matérielles, qui impressionne le plus la Chine dans son regard sur son voisin russe. Les récentes interventions au Haut-Karabakh en 2020 et au Kazakhstan en 2022 ont donné à penser que la Russie était apte à jouer dans la région un rôle d'arbitrage et d'interposition militaire entre belligérants, une position dégradée par la guerre en Ukraine qui place la Russie comme étant un fauteur de troubles. Pékin n'apprécie que modérément ces interventions en Asie centrale et dans le Caucase, car elles mettent en lumière l'incapacité chinoise à incarner une force diplomatique malgré ses capacités indéniables. L'influence chinoise en Asie centrale est surtout économique. Via les nouvelles routes de la soie, la Chine se dote d'infrastructures qui permettent une meilleure intégration économique de la région. Mais cela bénéficie par ruissellement aux acteurs russes fortement implantés. Ajoutons à cela que l'hostilité à la Chine et aux Chinois est très forte au Kazakhstan et dans d'autres pays d'Asie centrale. La politique d'éradication de la culture ouïghour et kazakh, menée par la Chine ces dernières années dans le Xinjiang, ajoute de l'huile sur le feu. La Mongolie et la Russie redoutent sur le long terme que l'influence économique de la Chine dans cette région faiblement peuplée ne se solde par une oppression politique qui pourrait se concrétiser par une démographie étouffante. Tension sur les routes de la soie ? Pour l'instant, rien de tel ne semble prendre forme du côté chinois. Pour Pékin, l'essentiel reste le marché du gaz, notamment via le gazoduc Force de Sibérie. Les livraisons vers la Chine via ce gazoduc ont commencé fin 2019, se sont élevées à 10 milliards de mètres cubes en 2021 et devraient atteindre 38 milliards de mètres cubes en 2025. Une question se pose. La Chine tirera-t-elle profit de l'isolement russe pour hâter le développement des deux autres projets gaziers, un gazoduc qui devrait libérer le nord-est de la Chine via Sakhalin et le Force de Sibérie 2 qui devrait livrer le Xinjiang via la Mongolie. Ces deux projets permettront à la Russie de réduire sa dépendance à l'égard de ses clients européens et à la Chine de réduire sa propre dépendance à l'égard de ses fournisseurs américains et australiens. Une opération gagnant-gagnant comme même le présentait Pékin avec la Russie alors que les relations avec les États-Unis sont au plus bas, en grande partie à cause de Taïwan. Cependant, il n'est pas dans l'intérêt de Pékin que les relations russo-européennes ne s'enveniment trop. Si l'Europe venait à manquer d'énergie, cela aurait de graves conséquences sur l'économie chinoise, elle-même qui dépend beaucoup pour ses exportations comme pour ses importations de son partenaire européen. À la lumière de ces éléments, faut-il en conclure qu'il existerait une alliance de fait, à défaut d'une alliance explicite, entre Pékin et Moscou ? Il n'existe en effet pas d'alliance formelle entre les deux pays. La seule alliance que la Chine a formellement contractée avec un pays étranger date de 1961 avec le régime de Corée du Nord, renouvelé en 2021. Dans le contexte actuel, alors que les principaux clients de la Chine sont des pays occidentaux, ainsi que des pays d'Asie centrale, se trouvent être à la manœuvre pour isoler la Russie. Le cauchemar de Pékin serait de se trouver isolé aux côtés de Moscou, de facto du mauvais côté du front uni créé par le monde occidental. La Chine reste un empire et ne peut se résoudre, non sans véhémence, à nouer des alliances qui seront dissoutes à l'avenir. La relation avec la Russie, très particulière, n'échappe pas à la règle de la réelle politique asiatique.
Dans une alliance, il y a un sous-entendu d'une forme d'égalité, de même statut et de mêmes obligations. La Chine n'est pas prête à plier le genou alors qu'elle retrouve peu à peu sa puissance économique, militaire et diplomatique perdue lors des 2 derniers siècles. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci pour votre soutien à la chaîne via Clippy, dont vous trouverez le lien dans la description. Nous essayons toujours de vous donner un point de vue géopolitique différent, marqué par l'histoire et les cultures. En attendant l'épisode suivant, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce sujet dans les commentaires. À la prochaine!